Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast de Biblio. On s'est attelé depuis quelques semaines à parler du travail en équipe. Cette fois, on aborde le travail en équipe virtuelle. Est-ce que c'est possible ? Content de te retrouver, Robin. Ça fait plaisir de te voir de nouveau. On va aborder encore un sujet qui est super pertinent, super intéressant et qui est super actuel. Mais d'abord, comment vas-tu ? Moi, je vais toujours bien. Toi, tu sais. Je suis légèrement j'ai chopé un peu le froidissement, on dit comme ça. Ouais. Hein. Donc, ça va aller. C'est le fin de cette maladie. Mais ouais, ça va très bien. Content de te revoir aussi. Et puis, content de faire cet épisode avec toi. Ouais. À noter aussi que pour cet épisode, on a du nouveau matos, du nouveau matériel. On a essayé de upgrade un peu le podcast. Du coup, s'il y a des petits bugs, des petites choses, n'hésitez pas à nous faire vos retours dans les commentaires de nos différents réseaux sociaux. Et comme ça, on pourra s'améliorer pour les prochaines fois, quoi. Clairement. Alors, qu'est-ce que le travail en équipe virtuelle exactement, Robin ? Ouais, donc comme vous sachez, on aime commencer avec les définitions en fait. Donc je pense que vous pouvez déjà imaginer un peu qu'est-ce que c'est le travail en équipe virtuelle. Donc le travail en équipe virtuelle est défini comme de travailler en sein d'une équipe dont les membres sont par exemple séparés de l'un de l'autre. Donc ça peut être que les gens sont à l'étranger. À l'étranger, dans le monde entier, et communiquant entre eux principalement par les biais des médias numériques. Donc c'est assez Zoom, logique, quoi. Teams, on va pas faire la publicité de Exactement. chacun. Bah, si jamais vous voulez nous financer, n'hésitez pas. Donc cette nouvelle forme de travail requiert certaines compétences de la part des membres de l'équipe, mais aussi du manager. Donc ça, on va traiter un peu plus tard. D'abord, qu'est-ce que toi tu penses de ce quoi en première chose? Mais tu vois, c'est marrant, quand tu as lu la définition, je me suis dit, mais en fait, je le vis actuellement. On est tous, maintenant c'est fini petit à petit, mais on était tous en un moment, une phase de télétravail. Et du coup, vu qu'on était en phase de télétravail, on a vécu tous les aspects presque d'une équipe virtuelle, sauf l'aspect étranger où on devait gérer les horaires, etc. de chacun. Mais finalement, je pensais d'être quelqu'un qui était plutôt négatif à ça. Pas négatif, mais plutôt pas forcément le profil qui correspondait. Et je vois que finalement, pour certaines tâches, pour certains éléments, typiquement pour du marketing, pour moi, ça, c'est clairement un type d'organisation qui me correspondrait et qui serait vraiment intéressant. Actuellement, je fais pas mal de marketing en tant qu'indépendant, et puis je travaille avec un collègue qui est venu 2-3 fois sur notre podcast. Et là, il va partir au Brésil prochainement. Donc je te laisse deviner qui c'est. Mais du coup, on va devoir travailler de manière asynchrone de Rio jusqu'à Corin-de-la-Crête en Suisse. Mais du coup, ça va être assez intéressant de tester l'expérience. Et toi, t'en penses quoi, Robin ? Moi, je suis un peu partagé. Sur une côté, il y a certainement des aspects intéressants, mais sur l'autre côté, je me dis... je sais pas. Moi, personnellement, j'aime pas trop travailler avec des Skype, avec ces médias digitaux, en fait. J'ai fait légèrement l'expérience dans nos études, en fait, qu'on a dû faire grâce au Covid, ces séances en ligne. Et puis, pour moi, c'était horrible, quoi. Donc, après, avec moi, dans le travail actuel que je fais, j'en ai pas beaucoup ces séances en ligne où je ne suis pas à la maison en télétravail. Donc, moi, j'ai eu après quelques séances en télétravail et puis par Skype. Et puis là, j'ai senti vraiment que c'est vraiment pas quelque chose qui correspond à ma façon de travailler ou comme j'aimerais travailler dans une équipe, en fait. Donc, mais comme j'ai dit au début, il y a des choses quand même pas mal intéressantes. On va voir après un peu plus sur ça, les avantages qu'il y a derrière ça. Je te laisse toi la parole pour l'étape suivante, quoi. Ouais, on voulait déjà faire un petit point au début du podcast sur pourquoi en fait les équipes virtuelles se forment, parce que c'est un phénomène, hein. Il y a vraiment beaucoup plus d'équipes virtuelles qui se forment depuis quelques années, et du coup ça c'est un truc à prendre en compte pour nos futures organisations,
Parce qu'on est aussi dans le podcast de Biblio ici en train de parler de futur d'organisation, typiquement l'holacratie, les nouvelles organisations plates, etc., où finalement le patron redonne le pouvoir à ses employés. Mais typiquement, prendre en compte l'organisation des équipes virtuelles, c'est aussi un challenge et avec des éléments de management, de nouveautés en termes de leadership qui sont vraiment très intéressantes. Pourquoi déjà les équipes virtuelles, ça devient un phénomène qui est comme ça ? Il y a un élément que j'aimerais dire, c'est attirer les meilleurs collaborateurs, entre guillemets, au meilleur prix. Aujourd'hui, on fait quand même face à une réelle pénurie de talents. Selon les secteurs, on va dire par exemple dans la technologie, tu ne peux pas trouver des écoles qui forment des développeurs en IA dans certains pays. Et de ce fait, pouvoir aller à l'étranger et recruter des personnes à l'étranger, c'est une grosse opportunité. Il y a d'autres secteurs qui sont touchés, par exemple le secteur financier, etc., le secteur DeFi, etc. Donc on a vraiment beaucoup d'opportunités et de talents qui sont là dans le monde entier, à nous d'aller les chercher. Ensuite, je dirais qu'il y a aussi un aspect où on peut améliorer le taux de rétention des employés. Attirer les meilleurs talents, certes, mais être capable de les garder, c'est quand même important, je pense. On l'a déjà dit dans, je crois, je pense plus de 10 podcasts, que l'équilibre entre vie professionnelle, vie privée, etc. et passion, c'est très important. Le fait de travailler à distance, ça enlève quand même certains éléments, typiquement les trajets, etc. Et le fait de travailler chez soi, ça fait économiser du temps et ça peut jouer un rôle considérable à ce niveau. On a aussi un aspect, je pense, qui est souvent le premier aspect qui est abordé, on va dire, ça réduit quand même les coûts des équipes virtuelles. Avoir des équipes virtuelles, ça réduit les coûts. On n'a plus d'espace de bureau, on en a beaucoup moins. On peut prendre un exemple que j'ai trouvé en lisant dans un article, qui est une grande assurance qui a plus de 35 000 employés. Il y a environ 15 000 de ces employés qui travaillent sans bureau et 2 000 qui travaillent chez eux. Et en faisant des arrangements au niveau du travail flexible, des bureaux, etc., ils ont réussi à économiser 2,7 millions de mètres carrés d'espace de travail. Ça représente environ une économie annuelle de 78 millions de dollars. Donc on voit quand même que c'est énorme. Ah, c'est incroyable ça. Et le dernier point que j'ai envie de dire, c'est qu'est-ce qui nous empêche maintenant en fait, d'envisager des équipes virtuelles de manière plus souvent. En fait, il n'y a pas grand-chose qui nous en empêche parce qu'on a tendance à globaliser les choses où le monde entier est touché. On peut avoir des projets à l'international sans problème. Et en plus, on a eu une pandémie qui s'appelle celle le Covid-19 qui accélère en fait tout cet aspect de technologie et d'échange digital. Et du coup, on peut se demander vraiment qu'est-ce qui nous bloque. Moi, personnellement, j'ai commencé dans une équipe de travail à distance. On s'est vu après quoi ? 1 mois, 2 mois, 3 mois. Mais on vivait pourtant tous en Suisse. Donc, pourquoi pas le faire avec des personnes qui sont en Amérique du Sud ou même en Afrique ? Ouais, il faut juste avoir le réseau, c'est ça. Hein. Il faut avoir le réseau. Sinon, et puis, ça va être compliqué, quoi. Il y a d'autres éléments qui viennent en compte, t'inquiète pas. Clairement, donc merci Com. Donc, je pense qu'on va un peu se plonger dans les avantages. Donc, toi, tu as touché déjà 2-3 mots sur ça, en fait. Mm-hmm. Donc, un avantage, ça peut être un avantage, c'est un peu, c'est la productivité en fait. Donc, si on travaille virtuel, il y a une augmente de productivité, mais ça dépend clairement aussi les gens, les personnes qui travaillent, comment ils travaillent quoi. Donc, il y a je crois, on a déjà aussi traité 2-3 fois dans les podcasts, il y a des personnes qui sont plus productives dans le bureau parce qu'ils ont cet environnement du travail, et puis il y a des autres qui sont justement pas à l'aise en fait de travailler à la maison. Ici, qu'est-ce qu'on peut mettre un point spécial là-dessus, c'est au niveau de la productivité, on peut voir aussi avec du temps, donc on est plus productif parce que moi personnellement je l'ai vu, si j'ai eu des meetings ou des réunions par Skype, tu peux faire un truc après l'autre, quoi. Tu peux faire un meeting après l'autre, tu n'as pas besoin de bouger, tu n'as pas justement aussi ces coûts
de transport et tout ça. Donc, on pourrait faire plus des réunions avec moins du temps. Et puis moi, j'ai aussi eu le sentiment personnellement, si nous, on a aussi fait déjà des réunions ensemble par Skype, je pense qu'on a un peu un esprit un peu plus productif. Je ne sais pas si tu as remarqué aussi, on a eu souvent les séances, j'ai trouvé, ils ont été plus rapides, plus vite, parce que justement, tu viens assez rapide sur le point, tu ne commences pas à se guignonner à côté de l'autre et puis de faire ces petits chi-cha-cha dans les séances. Donc, c'est assez productif parce que il y a un qui parle, les autres ils écoutent. Si quelqu'un il veut parler, il y a des systèmes aussi pour envisager si on veut parler. Mais c'est assez productif en fait les séances. Après, il y a la transparence aussi. Ouais. Donc dans les équipes virtuelles, il y a la façon de stocker partout les documents parce que chacun doit avoir accès à ces documents ou ces informations. Et puis pour ça, justement, l'équipe, il y a une certaine transparence. Chacun sache où on est avec ce projet XY ou avec ces informations. Et puis chacun est sur le même état, la base des informations. Puis ça augmente clairement aussi l'esprit d'équipe, puis aussi la qualité dans le travail, quoi. Après, une grande chance, c'est la flexibilité. Donc, tu peux, par exemple, si tu as un projet, tu peux choisir les personnes qui pourraient vite venir dans ce projet pour aider quelque part. Par exemple, si on a une équipe et puis quelqu'un il est assez fort, on fait les brainstorming et puis nous on a une séance du projet où on doit faire le brainstorming. On peut choisir les compétences qu'on a besoin. Par exemple, chez lui, puis dire écoute, viens voir juste 15 minutes de ton Skype dedans et puis tu organises nous le brainstorming. Après, tu es loin, tu peux partir, je veux dire. Donc, oui, ça a un aspect de travail d'équipe un peu plus flexible. Plus adapté aussi à des besoins des projets ou de l'équipe en fait. Un aspect que tu as touché avant, c'est un peu la présence globale. Donc, on peut travailler dans différents lieux. Donc, justement, que tu as dit, il y a quelqu'un qui peut être en Asie, quelqu'un en Amérique du Sud, Amérique du Nord, quelqu'un en Paris, je ne sais pas. Qu'est-ce que je trouve là, c'est assez intéressant, c'est que tu arrives quand même à travailler avec une équipe. Et puis, je trouve, si tu as un business ou quelque chose, c'est assez cool parce que tu as des gens partout dans le monde, en fait, qui peuvent représenter, en fait, ta boîte, en fait. Donc, imaginons, on a quelqu'un à Shanghai qui sort un jour, va manger quelque part, et puis il commence à rencontrer des personnes, et puis tu commences à discuter, et puis le gars dit, ouais, qu'est-ce que tu fais? Donc, tu peux faire certaines pubs, et puis ça peut ramener aussi de la business, en fait. Donc, on peut s'établir dans des nouveaux marchés grâce à cette présence globale, en fait. On peut aussi noter, au niveau de productivité et présence globale, on peut travailler du 24 sur 24. Quoi. On peut faire tous les moments horaires, les plages horaires de chaque pays, de chaque région, et trouver peut-être un moment ou deux où on peut se réunir tout en équipe. Mais en fait, vous avez de la productivité 24 sur 24 et un workflow qui est beaucoup plus global, qui continue tout le temps, qui s'arrête vraiment jamais finalement. Ouais, c'est possible qu'on peut avoir ça dans une équipe à cause des horaires différents qu'ils ont. Ouais. Complexe à mettre en place, mais ça peut être très intéressant. Ouais. Moi, j'ai toujours la rêve de dire que le soir où je vais dormir, je vais dire à quelqu'un, ouais, j'ai besoin de ça. Et puis le lendemain que tu te réveilles, c'est fait, quoi. T'as le mail avec tous ces trucs, quoi. Ça me fait plaisir, ça. Hein. Comme ça, tu peux travailler pendant la nuit, quoi. Mais du coup, tu dors pas? Moi, je dors, oui. Oui. Mais un autre pas. Alors, donc, on va un peu discuter un peu aussi des compétences d'un leader virtuel. Oui. Donc, je pense que ça, c'est quand même un aspect assez important. Donc, on a sur une côté de nouveau l'équipe. Mais je pense une équipe virtuelle, c'est pas si facile à gérer. Donc, il y a avoir un leader, notamment comme pour chaque équipe. Et puis, ce leader, clairement, il y a des autres circonstances parce que c'est une équipe virtuelle. Je pense qu'on peut aborder le sujet d'une façon. Dans une équipe, c'est sûr que c'est important d'avoir un leader qui est présent, même que ça soit une équipe physique. Par contre, je pense que dans une équipe virtuelle, ça prend encore une toute autre importance en termes de montrer le chemin, de s'assurer que tout le monde va bien. Parce qu'on attend. En fait,
je me dis quand on est en physique, on arrive facilement à voir ce qui se passe chez l'autre, comprendre ce qui se passe chez l'autre. En virtuel, c'est les 45 minutes de rendez-vous et ciao. Le suivi est beaucoup plus compliqué et l'aspect en fait soft skill est encore plus important que je pense qu'un leader normal. C'est encore plus dur à détecter finalement. Ouais, c'est clair, si tu as une séance et puis la séance est finie, ciao bon quoi, et puis tu sais pas après derrière. Donc je pense par un leader, un outil, ça peut être vraiment de placer aussi les tranches d'horaire qu'il peut être accessible à l'équipe. Ou juste de dire à quelqu'un, vas-y, on Skype 20 minutes, ou je sais que toi, tu as fait avec Johan justement, tu as fait, par exemple, si tu as le matin, tu as travaillé à la maison, en télétravail, tu étais quand même connecté par Skype avec lui, même si tu n'as eu pas forcément de rendez-vous, mais tu as eu ce échange entre deux. Par exemple, tu as travaillé sur quelque chose, et puis tu dis, là, c'est un peu compliqué, et puis l'autre, il l'entend, il dit, ouais, mais dis-moi un peu. Et puis tu peux avoir cet échange qui je trouve qui est quand même très très important dans une équipe. Un autre aspect à prendre en compte au niveau des leaders virtuels, étant donné qu'on a cette possibilité d'être présent globalement, une personne d'origine chinoise et une personne d'origine européenne ne travaillent pas du tout de la même façon. Et ça, je l'ai vu. Mais en fait, le leader doit encore plus prendre en compte les différences culturelles et les différences de comportement de chacun. Parce qu'on ne peut pas finalement avoir une équipe qui a un environnement sain, qui est vraiment performante, sans prendre en compte la culture de chacun. Ça, c'est vraiment la compétence interculturelle, c'est ça. Ouais. En fait, il faut être quand même flexible, ouvert et prêt à aborder d'autres approches que ce qu'on fait d'habitude. Peut-être que nous, on vous a déjà fait la promotion au moins une vingtaine de fois aussi des émotions dans l'équipe et de comment les gérer. Peut-être qu'avec certaines personnes et certaines cultures, les émotions, c'est pas forcément la solution à tout. Et il faut pas forcer quelqu'un à parler de ses émotions. Et je pense que dans différentes cultures, en fait, il y a une vraie différence. Donc, je pense aussi une compétence très importante pour un leader, c'est au fait rigolant, c'est parce que la première podcast qu'on a fait dans le chapitre 1, donc les bases un peu du travail d'équipe, c'était la communication. Donc, aussi ici, la communication, je trouve, il est encore plus important que d'habitude. Parce que justement, tu as cette manque de communication si tu fais que des rendez-vous. En fait, si tu as des rendez-vous virtuels, tu n'as que des comment on dit, des business. Non, c'est plus verbal en fait, et puis pas non verbal. Ouais, ok. Ouais. Et puis on arrive quand même à sentir mieux la personne si tu es en présence physique avec lui dans l'espace, quoi. Donc ça peut arriver, justement à cause de ça peut être qu'il y a des malentendus qui peuvent survivre, puis assez vite, ça peut être échoué un peu l'équipe, quoi. Et puis tu n'as plus ces conversations de café, quoi. Tu vas boire le café avec un de tes collègues, vite fait, viens, on va vite boire, et tu discutes sur sa vie, sur ta vie, sur ce qui va moins bien. Tu peux créer les moments pour faire, mais en tout cas, j'ai l'impression que tu les as quand même beaucoup moins quand c'est en virtuel. Donc c'est franchement important pour un leader dans cette équipe d'avoir ces compétences. Ouais. Tu as parlé de confiance en parlant de communication. En faisant un peu nos recherches sur le podcast, on s'est rendu compte avec Robin qu'en fait le point de friction, le point qui risquait que ça casse, c'était au niveau de la confiance dans l'équipe. Et du coup, j'ai trouvé un article qui était assez cool, qui remettait en fait les éléments clés pour la confiance dans une équipe virtuelle. Et quand tu les compares à la confiance dans une équipe physique, c'est quand même différent. Et donc, il y a des éléments qui sont importants à prendre. Je vais les lister un petit peu en mode rapide, parce que comme ça, on passe vite. Mais l'idée, c'est en fait d'avoir un plus gros focus au niveau de la fiabilité. L'équipe doit pouvoir être constituée de personnes qui sont fiables, avoir aussi de la cohérence, c'est-à-dire il ne faut pas faire non plus preuve de folie au milieu, il faut être prévisible et cohérent au niveau de la stratégie de l'équipe. Le workflow est vraiment plus important quand c'est des équipes virtuelles, conforme à votre pensée et conforme à vos actions, c'est-à-dire je fais quelque chose, je vais le faire, être réciproque, donc incarner le chef d'équipe, c'est être prêt à être ce qu'on dit et faire ce que les gens demandent. La confiance, donc montrer de la confiance envers les autres
et accepter que les gens ont confiance en vous. Avoir un sens qui est plus aigu au niveau des responsabilités. Aussi, au niveau de la transparence, vraiment utiliser les processus internes, les respecter pour qu'il n'y ait pas de problème au niveau de la transparence. Mettre en place des outils collaboratifs. Typiquement, votre outil de gestion globale devrait être beaucoup plus collaboratif, être visible, que les gens arrivent à suivre facilement. Relations interpersonnelles, il faut prendre le temps de socialiser, il ne faut pas juste être présent au meeting. C'est par exemple pendant 1-2 semaines quand on intègre une équipe, c'est prendre beaucoup plus de temps. Et finalement, c'est l'engagement. Il faut être encore plus engagé dans une équipe virtuelle, engagé dans la vie de l'équipe, engagé dans le business que vous êtes et engagé dans ces éléments pour qu'en fait, une équipe virtuelle devienne performante, même peut-être plus viable qu'une entreprise normale. Super, comme. Merci pour le partage. C'est avec plaisir, Robin. Ouais, super. Parfait. Nickel. Donc, on vient gentiment à la fin de cet épisode. Donc, si on peut vite résumer, on peut dire que on a montré la définition du travail d'équipe qui est, je dirais, assez facile à comprendre, pas une définition hyper compliquée. On est parti un peu aussi sur notre avis, donc c'est un peu partagé, surtout sur ma côté. Je pense que c'est aussi ça un peu qui est important, ça dépend aussi un peu je pense les structures, la boîte en soi-même, mais aussi les personnes qui travaillent. Ouais. Parce que, par exemple, une personne qui a déjà 60 ans, elle a plus la peine de travailler dans une équipe virtuelle que, par exemple, un jeune qui vient de sortir de les études, quoi. Ouais. Après, on a dit les avantages aussi. On est parti un peu là-dessus pour montrer un peu qu'est-ce qu'il y a des avantages. Et puis surtout aussi, je trouve assez important les compétences d'un leader. Donc on peut voir que c'est assez similaire comme des bases, juste un peu plus fort, donc la confiance, communication et tout ça. Et puis ouais. Et puis toi, tu as encore parlé sur ici, la confiance, le confiance. Risque et l'importance de la confiance dans une équipe virtuelle. On a fait un tour. Exactement, ouais. Super. Donc, alors on arrive au bout, quoi. Ouais, on est au bout. On est de nouveau content qu'on arrive à bout, quoi. C'est pas toujours facile avec toi. Tu sais que j'aurais pu continuer des heures. Vous ne voyez pas, mais il me faisait des signes comme ça. Le temps. Oui, Robin, je m'excuse. Et vu que maintenant on s'entend parler, ça va être encore plus dur de m'arrêter. Non, mais c'est avec un plaisir qu'on vous partage ce podcast. Retrouvez-nous sur tous nos réseaux sociaux, sur Onshore et sur différentes plateformes audio pour nos podcasts. Et peut-être sur YouTube ou sur... Ah ouais? Ouais, peut-être sur Twitch aussi. Tu l'apprends maintenant, mais voilà. C'est des petites surprises qui font la vie. Bon. Alors, bon, ouais. Bisous tout le monde. Ciao.